Le 9 août 2017 a marqué le 72e anniversaire du lancement par le gouvernement américain de la deuxième bombe nucléaire de l'histoire de l'humanité sur la ville japonaise de Nagasaki. À cette époque, la ville comptait environ 260 000 habitants. L'explosion de la bombe au plutonium, d'une force explosive de 21 000 tonnes, a causé la mort de 22 000 personnes, presque exclusivement des civils. Près de la moitié de la ville a été détruite. On estime que 70 000 à 80 000 autres personnes sont mortes des suites de leurs blessures et des radiations radioactives au cours des 4 mois qui ont suivi. Des dizaines de milliers d'autres sont mortes du cancer au cours des années et des décennies qui ont suivi. De plus, des bébés sont nés complètement déformés, avec une espérance de vie très courte. À Hiroshima, qui avait été victime de la première bombe nucléaire américaine 3 jours plus tôt, quelques 500 000 personnes ont été tuées. Devant l'opinion publique mondiale, les dirigeants américains ont donné des raisons humanitaires à l'utilisation des bombes nucléaires, à savoir qu'ils voulaient mettre un terme rapide à la féroce guerre entre les Japonais et les Américains et empêcher ainsi l'effusion de sang de plusieurs milliers de soldats américains. Mais, rétrospectivement, il s'est avéré que ce mythe de l'utilisation humanitaire des bombes nucléaires n'était qu'une excuse. Plus tard, il est apparu que l'armée américaine et le président Truman avaient été informés que le Japon n'était pratiquement plus capable de se battre. 60% des villes japonaises avaient été détruites, tout comme la plus grande partie de la flotte et des forces aériennes. La reconnaissance aérienne américaine avait évalué la situation en juillet 1945. Le Japon était sur le point de se rendre. Le 9 juillet, l'ambassadeur japonais Sato Naotake avait déjà demandé des négociations de paix. Le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki était donc totalement inutile d'un point de vue militaire. Cela a également été confirmé par le général américain Curtis LeMay, le célèbre commandant responsable des bombardements. Lors d'une conférence de presse le 20 septembre 1945, il a dit littéralement « La guerre aurait été terminée en 2 semaines sans l'invasion russe et sans la bombe nucléaire. La bombe atomique n'a rien à voir avec la fin de la guerre. » Mais pourquoi la bombe nucléaire a-t-elle été larguée ? Selon divers critiques, comme l'historien américain Gar Alperovitch, le gouvernement américain voulait que l'utilisation de la bombe atomique montre avant tout une supériorité militaire claire afin d'intimider le chef d'État soviétique, Joseph Staline. Lors de la conférence de Yalta du 4 au 11 février 1945 et de la conférence de Potsdam du 17 juillet au 2 août 1945, Staline avait eu des exigences de plus en plus grandes. Il avait annoncé qu'il interviendrait dans la guerre contre le Japon et saisirait des terres. Avec les bombes atomiques, c'était surtout Staline qu'il fallait contrer. Le gouvernement américain ne voulait pas partager le gâteau avec qui que ce soit et voulait prendre le pouvoir comme seul vainqueur. Dans ces circonstances, le président américain Truman a donc refusé de larguer la bombe au-dessus d'une île japonaise inhabitée et il a également refusé d'avertir à l'avance les habitants des 2 villes pour permettre l'évacuation. L'intention de Truman était de déclencher un maximum de destruction et d'intimidation pour démontrer la supériorité évidente des États-Unis et ainsi maintenir les Soviétiques hors du Pacifique. Selon divers historiens américains et d'autres chercheurs, comme l'écrivain allemand Harry Türk, cet objectif de domination américaine dans le Pacifique a apparemment été fixé habilement bien avant la guerre. Le gouvernement américain menait une guerre économique féroce contre le Japon depuis des années, avec un blocus maritime et des sanctions. Le Japon était complètement coupé de toutes les matières premières, y compris le pétrole brut et le fer. Le Japon ne voyait que 2 possibilités, soit se soumettre à l'influence du gouvernement américain pour le meilleur et pour le pire, soit mener une attaque de libération en détruisant la flotte américaine du Pacifique qui gardait la mainmise sur le Japon. Le président américain Roosevelt et le Pentagone avaient délibérément provoqué cette libération désespérée. L'attaque contre la flotte américaine à Pearl Harbor n'a donc pas été une surprise. C'est-à-dire que le président Roosevelt a accepté la mort de près de 2400 de ses propres soldats et marins américains afin de pouvoir déclarer la guerre au Japon et à l'Allemagne, l'allié du Japon.
D'ailleurs, les nouveaux porte-avions puissants et hautement équipés de l'US Marine avaient été évacués du port et mis en lieu sûr avant l'attaque. Les Japonais n'ont donc fait que détruire de vieux navires de guerre américains partiellement désaffectés, comme l'écrivain allemand Harry Türk l'a expliqué dans sa publication qualifiée de rapport des faits Pearl Harbor, l'histoire d'une attaque. L'histoire nous enseigne que les crises et les guerres doivent être examinées de manière particulièrement approfondie en posant la question suivante. À qui cela profite-t-il? Ce sont en particulier les intentions de mener des guerres fondées sur des raisons humanitaires qui, malgré les affirmations des politiciens et des médias, devraient être très précisément examinées par rapport à des intérêts de pouvoir cachés. Actuellement, il faut examiner par exemple la possibilité mentionnée par le président américain Trump de permettre à l'armée américaine d'intervenir au Venezuela pour des raisons humanitaires afin de minimiser les dommages et de démocratiser le pays. Ou bien examiner l'avertissement de Trump de mener une première frappe préventive contre la Corée du Nord pour dissuader ce pays de poursuivre son programme de missiles et d'armes nucléaires et pour protéger les États-Unis et les pays voisins de la menace nord-coréenne. Enfin, et ce n'est pas le moins important, nous devons regarder très attentivement et nous demander à qui profite le fait que la Russie soit qualifiée d'agresseur imprévisible qui méprise les droits de l'homme et le fait que ce pays soit inondé de sanctions et entouré de forces militaires. Und militärisch umzingelt wird.